Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, comédien connu entre autres pour son rôle du roi Lot dans la série Kaamelott, humoriste passionné par l'absurde, scénariste, écrivain et auteur d'une dizaine de livres dont les dictées loufoques du professeur Rollin, personnage qu'il a fait également connaître, ou encore Mémoire d'un gros mytho. Il est aussi metteur en scène, journaliste ou encore chroniqueur. Vous l'avez compris, François Rollin est notre invité aujourd'hui pour son dictionnaire amoureux de la bêtise, sorti aux éditions Plomb. L'occasion de remettre en doute nos certitudes et comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming, radioj.fr et sur Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour, j'ai envie de dire professeur Rollin. Oh, comme vous voulez, oui. Comment allez-vous ? Eh ben, je fais aller, je fais comme beaucoup de gens. On a des petits soucis à droite, des petits soucis à gauche, mais bon, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ça roule, comme vous dites. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, François Rollin, pour bien sûr découvrir votre actualité autour de ce livre qui m'a fait beaucoup rire, je dois dire. Je pense qu'il y a un petit peu cet objectif-là derrière tout ça. Dictionnaire amoureux de la bêtise, qu'on peut lire un petit peu comme l'on veut finalement, en passant un petit peu à gauche à droite, puisque ça se lit comme un dictionnaire avec A, B, C, D, E, F, etc. jusqu'à Z. On va en parler longuement, mais d'abord, si vous le voulez bien, j'ai très envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Alors, le début, toujours le début. François Maurice Rollin, vous êtes né le 31 mai 1953 à Malo-les-Bains, dans le Nord. Dans quel genre de famille avez-vous grandi et surtout quelle enfance vous avez eue ? Alors, j'ai grandi dans une famille modeste, une classe moyenne un petit peu, qui allait un peu vers le plus, vers la fin de sa carrière. Mon père, qui était chimiste, devait gagner un petit peu plus de sous. Enfin bon, voilà. Et avec 3 sœurs, donc j'ai grandi dans une famille de femmes essentiellement, et je m'en réjouis encore aujourd'hui. Et voilà, et j'ai des souvenirs d'enfance. Je n'ai ni une enfance exceptionnellement heureuse, ni du tout douloureuse, et je la regrette un peu comme beaucoup d'entre nous, parce que je regrette tout ce temps de l'insouciance et tout ça. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai eu envie de refaire des enfants pour revivre avec des êtres insouciants, innocents, voilà, comme je ne suis plus fatalement. Vous avez 5 enfants, je crois savoir, oui. François Rollin. Vous n'avez pas évoqué votre maman ? Non, alors oui, c'est curieux. J'y pense parce que quand je lis Lettre à ma mère de Cohen, je pense à ça. Non, ma mère a pas une importance énorme. Ou alors, je me trompe, elle en a une, mais je le sais pas bien. Mais moi, dans ma construction, mon père a une place considérable. Et ma mère, moins. Alors, bien sûr, elle m'a donné l'amour inconditionnel, comme donnent à peu près toutes les mamans normales. Donc, c'est très fort. Mais comme je suis très tourné vers des choses peut-être plus pratiques, j'ai plus une mentalité de paysan. C'est mon père qui m'a ancré les pieds dans le sol davantage. Voilà. Mais alors je ne renie pas ma mère qui est partie bien trop tôt d'un cancer du côlon. Donc je conseille à tous nos auditeurs de ne pas oublier l'étape de la coloscopie, parce que si ma mère l'avait pas oublié, elle serait peut-être encore là. Et c'était un sujet que nous avons évoqué longuement sur cette antenne hier, le cancer, justement avec notre invitée Noémie Silberg qui a perdu son mari beaucoup trop tôt. François Rollin, quel genre de petit François étiez-vous ? Alors, assez turbulent, on me dit, assez, pas agité, non, mais faisant beaucoup de blagues. J'étais plutôt bon élève. En réalité, je pense que je ne suis pas sûr que j'aurais aimé, par exemple, si l'enfant, oui, mais l'adolescent que j'étais, je devais être un peu trop sûr de moi. Et il y a eu une bascule vers l'âge de 20 ans où j'ai changé de certitude, si on peut dire. Mais j'étais j'étais un petit garçon qui aimait bien grimper aux arbres et jouer avec sa sœur. Parce que c'était surtout ma grande sœur qui était, les deux étaient plus petites et pas beaucoup d'ailleurs. Et voilà,
J'ai des photos de temps en temps et oui, ça me parle. C'est bien moi. On va voir que vous avez eu plusieurs vies, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, plusieurs étiquettes à différents moments et puis parfois en même temps. Vous allez entamer et sortir diplômé d'une école supérieure de sciences économiques et commerciales à l'ESSEC. Sans doute allez-vous même travailler un temps dans ce milieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez peut-être commencer à évoluer dans ce cercle-là. Non, pas du tout. En fait, j'ai fait l'ESSEC pas par hasard, mais à une époque où il n'y a pas de problème d'emploi, le premier choc pétrolier n'est pas encore arrivé. Ouais. De l'emploi, il y en a pour tout le monde, des grands, des petits, des chers, des pas chers, des intermittents, ce que vous voulez. Dans tous les domaines, partout, vous pouvez trouver de l'emploi. Et donc, quand on est étudiant comme moi, quand on a passé son bac, on n'est pas du tout pressé de rentrer dans la vie active. Oui, et c'est pour ça qu'on fait des études supérieures en se disant, je vais chercher, je vais trouver ma voie. Voilà. Et donc, vous entamez ces études-là. Finalement, est-ce que vous allez au bout ou pas? Oui, je vais au bout, oui. Je suis diplômé de l'ESSEC. Vous êtes diplômé officiellement. Mais vous ne faites pas d'autres études après. Non. Vous avez en tout cas une idée qui vient comme ça pendant ou après vos études, vous allez me le spécifier, et vous proposez à vos amis d'études de fonder un groupe. Oui. Ce groupe, c'est finalement un groupe un peu de chansons, si je puis dire, burlesque, voilà. Tchouk Tchouk Nougat, avec notamment cette chanson qu'on connaît tous, Minouche ma Minouche. Forcément, moi je l'appelle comme ça parce que c'est un peu le refrain, et il m'est resté en tête, et je vais vous dire, en préparant cette émission, François Rollin, j'ai réécouté cette chanson, j'ai dit mais je la connais. Et donc j'ai trouvé ça assez fou de voir qu'après tant d'années où je l'ai découvert, j'étais sans doute très petite, et bien elle m'est restée en tête. Vous y jouez dans ce groupe, je crois, de la flûte. Vous êtes à la voix aussi. D'où vous vient cette idée farfelue? Alors, on faisait ces études là-bas à Cergy-Pontoise et ça ne prenait pas beaucoup de temps. C'était assez détendu. Je crois que maintenant c'est un peu plus les études de ce genre sont un peu plus sérieuses, mais là c'était quand même très détendu. Hein. Il se pouvait que certaines semaines on passe 3 heures en tout et pour tout dans l'école, et donc le reste du temps on s'amusait, on s'occupait, on bouquinait, ou alors on jouait de la musique entre copains. Et c'est comme ça qu'avec 3 autres membres de l'ESSEC, ensuite il y en a un qui a été remplacé, mais bon les 4 premiers à l'origine sont de l'ESSEC. Il y a Franck Arguillère, Pascal Delafosse, Marc Béaco et vous, François Rollin. Vous allez enregistrer alors quelques disques. Vous allez vous produire sur scène même dans les années 80. Est-ce que vous connaissez un grand succès? Non. De toute façon, ma réponse sera toujours non à cette question, puisque je n'ai connu aucun succès dans ma vie. Je n'ai connu que des succès posthumes, c'est-à-dire que Tchouk Tchouk Nougat, par exemple, a été reconnu comme un groupe qui a ouvert la voie, mais nous, entre-temps, on avait été ruinés. Et tout dans ma vie est comme ça. Voilà, comme on parlera de mon spectacle Colère, voilà, il est devenu culte, mais entre-temps, moi, j'avais été ruiné parce que les gens n'avaient dit 15 ans avant, les gens n'en avaient pas voulu. Et donc, Tchouk Tchouk Nougat, c'est pareil, couvert d'éloges, un peu comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, couvert d'éloges, de compliments. Mais pas à l'instant T, c'est ça que vous voulez dire. Pas à l'instant T, non, et pas d'argent. Des compliments, oui, mais pas d'argent. Pas d'argent. En tout cas, ça vous empêche pas de vous renouveler, si je puis dire, François Rollin. Et à chaque fois, ensuite, vous allez prendre un autre virage après ce groupe, devenir journaliste au Monde, chroniqueur dans les revues Vue de Gauche, Fluide Glacial. C'est simultané tout ça. Hein. En même temps, j'étais en même temps musicien et journaliste au Monde. Donc je finissais couvert de paillettes et les yeux maquillés dans un café-théâtre des Halles le soir. Et le lendemain matin, à 7h, j'allais interviewer Charles Pasqua. Est-ce qu'à ce moment-là, notamment pour Fluide Glacial, connu pour un style quand même assez libre, vous allez titiller sans doute votre humour naissant ou vibrant? Oui, probablement, mais tout ça, on peut le raconter maintenant. Mais moi, je n'ai rien compris à rien. De toute façon, je n'ai jamais rien voulu en matière professionnelle. Et tout est venu à vous? Vous êtes allé chercher des choses sans savoir que c'était ce que vous vouliez vraiment? Non, tout est venu à moi. C'est-à-dire que moi, je n'ai fait que marcher avec une idée en tête qui était d'avoir des enfants. De m'occuper de mes enfants, et puis d'aller me promener en forêt, de faire des bons repas avec des amis. Voilà ce que c'est ma vie sur cette terre. Et en faisant ce chemin, mais ce sillon pas très profond mais droit, j'ai croisé des gens merveilleux qui m'ont demandé un coup de main.
Voilà comment ça s'est passé, en gros. C'est ce que vous nous avez dit au début de cette émission. Finalement, c'est l'esprit un peu paysan que vous avez, Oui. en voulant vivre simplement. Et les gens sont venus vous chercher à chaque fois. Alors, racontez-nous comment vous avez intégré finalement cette série télévisée Merci Bernard en tant que scénariste au début, dans les années 80. Et puis, vous allez acquérir, bien sûr, on le sait tous, la notoriété avec Pallas en 88, pour laquelle vous allez créer ce personnage du professeur Rollin un peu plus tard. Et vous allez le décliner partout, sur scène, à la télé, à la radio. Comment ça se passe, ça ? Alors, c'est tout simple, c'est au cours d'une des représentations que donnait mon groupe Tchouk Tchouk Nougat, qu'il y a un monsieur qui était dans la salle et qui vient nous voir après et qui vient me voir particulièrement et qui me dit qu'il souhaiterait qu'on fasse des choses ensemble, qui me dit en premier lieu qu'il trouve que je devrais faire un spectacle tout seul. Il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, et c'est une chose qu'il faut pas répéter aux trois autres, parce que sur le moment, d'ailleurs même moi sur le moment je dis bah ouais mais non, attends, on est 4 et tout ça, qu'est-ce qui vient nous... Bon, mais il s'est pas trompé. De toute façon, Rib s'est très peu trompé là-dessus. Rib est un dénicheur de talent absolument hors du commun. C'est ce que j'allais vous dire. C'est lui qui vous a donné votre chance ? Oui, puisque c'est vraiment lui qui m'a suggéré et de faire un spectacle seul et demandé de rejoindre l'aventure de Merci Bernard et ensuite l'aventure de Pallas. Parlez-nous de ce personnage qui vous a fait connaître le professeur Rollin. Comment vous l'avez imaginé ? Comment il est arrivé dans votre tête ? Alors, très vite, comme pareil, tout ce qui se fait dans ma vie, c'est toujours très très vite. Je ne perds pas de temps, mais comme tous les grands paresseux, quoi, je travaille vite. Et là, en réalité, j'écris comme Jean-Marie Gouriot, GB, pas Willem, mais Topor. J'écris des textes pour alimenter l'émission Pallas. Et ce jour-là, je vais les présenter à Jean-Michel Ribes chez lui. Puis il me dit, écoute, je suis très très content, tout ça me va très bien. Je peux utiliser tout ça. Quand même, je trouve que il manque un truc qui te ressemblerait plus. Et alors moi, je suis piqué au vif. Je trouve ça, je comprends pas bien le truc. Je rentre chez moi un tout petit peu ronchon. Et je dis attends, il veut un truc qui me ressemble, un truc qui est vraiment moi. Et ben, je vais lui écrire et puis il va bien voir qu'il peut pas le tourner. Et le lendemain matin, j'arrive avec 25 séquences de professeur Rollin. Je lui dis voilà, ça tu vas tourner. Il dit voilà, c'est ce que je voulais. Un petit extrait, une petite devinette. Je vous propose de vous détendre d'abord avec une petite devinette récréative. J'ai toujours parsemé mes conférences de petites devinettes récréatives et personne ne s'en est jamais plaint. Alors, écoutez celle-ci. Qu'y a-t-il de commun entre les 4 mots suivants: lichen, soupière, rhubarbe et alpaga? Je vous laisse chercher. Qu'y a-t-il de commun entre les 4 mots suivants: lichen, soupière, rhubarbe et alpaga? Et on va voir finalement que ce n'est qu'une histoire de lettres. On va voir à quel niveau les lettres sont importantes pour vous dans cette émission. On sent chez vous alors cette volonté quand même de vous démarquer, François Rollin, dans avec la langue française, mais aussi et surtout dans l'absurde et le jeu de mots parfois proche du non-sens. En tout cas, c'est ce qu'on dit. On vous a souvent comparé à Raymond DeVos. Oui. Un petit peu. Oui, un petit peu. J'ai d'ailleurs obtenu le prix Raymond DeVos. En 2009. Voilà. Et j'ai envie de dire que justement lundi soir prochain aura lieu cette nouvelle remise de prix au théâtre Édouard VII qui devrait récompenser Alex Lutz et Muriel Robin. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, selon moi, non, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que le centenaire de Raymond DeVos, qui était un formidable saltimbanque, mais c'était vraiment un saltimbanque, c'était pas un mec du show business, va être lundi soir orchestré et célébré par le show business. C'est tout le show business réuni et aucun des prix Raymond DeVos n'est présent, ni invité, ni présent sur scène. Donc vous n'êtes pas sollicité. Ni Stéphane de Groot, ni moi, ni François Morel, ni Guillaume Gallienne, ni Jean-Jacques Vanier, ni Vincent Roca, qui sont des gens qui sont plus proches de Raymond DeVos et de son univers. Donc Raymond DeVos, je pense, lundi soir, va se retourner dans sa tombe, gentiment, parce que c'était un mec très souriant, et il va dire, bah ouais, mais les mecs que j'ai le plus inspirés, ils sont pas là ce soir. Ce soir, il y a du showbiz qui va boire du champagne en se congratulant, mais c'est pas tout à fait bon. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse montante humoristique d'aujourd'hui, François Rollin, justement, vous qui dites que vous étiez proche de Raymond DeVos, qui était quand même un très grand amuseur, de tous ces gens que l'on voit aujourd'hui pousser un petit peu partout, parce que j'ai quand même la sensation que l'humour est devenu ce que la musique a été pendant un temps. Tout le monde veut y aller, beaucoup de gens. Justement. Oui. Bon, c'est pas gênant, effectivement. Notamment le Jamel Debbouze avec ses comédie clubs a créé un appel d'air considérable, parce que le stand-up, ça paraît pas très difficile. Et d'ailleurs, ça l'est souvent pas trop. Il y a beaucoup d'indigence et aussi beaucoup de faiblesse dans tous les stand-uppers et stand-uppeuses qu'on rencontre. En tout cas, quand vous allez au théâtre voir quelqu'un qui joue Shakespeare, vous dites pas forcément, oh bah ça je peux le faire. En revanche, quand vous allez voir au théâtre quelqu'un qui dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi quand je prends l'avion, vous dites, bah ça je peux le faire, je peux le dire aussi. Et donc, cette espèce de facilité de ces spectacles a attiré des centaines de jeunes. Et effectivement, il y a sur le marché aujourd'hui un nombre considérable. Je ne trouve pas ça embêtant. Je pense que de toute façon, les meilleurs sortiront, les meilleurs auront l'endurance qu'il faut, parce que c'est bien de briller, mais c'est surtout durer. Durer, exactement. C'est difficile. Et perdurer. Et je pense que de toute façon, tant que l'espèce humaine sera sur cette terre, elle trouvera toujours la ressource de l'humour, elle en aura toujours besoin et il viendra toujours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médiocrité, effectivement, sur les antennes, à la télévision. Beaucoup, à mon sens, de médiocrité. Mais c'est pas grave, ça va, ça vient. Et de toute façon, le bon grain sera trié de l'ivraie par une espèce de phénomène naturel. Vous allez modifier le paysage audiovisuel, vous, François Rollin, entre 89 et 90. Vous participez à l'écriture des arènes de l'info, puis vous créez avec Benoît Delépine et Jean-Marie Gourieux la nouvelle formule intitulée Les Guignols de l'info. On va aussi vous voir dans cette série Kaamelott, évidemment. Mais puisque je parlais des Guignols de l'info, on vous voit notamment créer cette fameuse boîte à coucou de Johnny. C'était assez drôle, assez formidable, et j'ai envie qu'on écoute un extrait. Puis sans transition, j'accueille Johnny. Ah, que bonjour, Pépélé. Bah, qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny ? C'est ce truc-là ? Ah, que tiens-toi bien, Pépélé. Tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins. Ah, que non, que ça, c'est une boîte à coucou. Bon, bah, calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Ah, que même Bonaldi, il connaît pas la boîte à coucou. Jérôme Bonaldi. Oui, d'accord. Mais montrez-nous comment ça marche, qu'on en profite un peu. Ah, que c'est facile. Tu te penches vers la boîte et que tu lui fais coucou. Ah, que ça marche pas. Ah, que coucou. Ah, qu'elle est sourde, cette boîte à coucou. Coucou. Ah, qu'elle est mal réglée. Alors je recommence. Coucou. Ah oui, en effet, ça fait coucou. Cette idée, elle est formidable quand même, François Rollin. Comment elle est arrivée à vous ? Ben, je ne le sais pas comme ça, parce que c'était très joyeux, l'équipe d'écriture avec Gourieux, Delépine et très vite Jean-François Alain, qui sont des gens absolument formidables, des mecs géniaux. Et donc, c'était très joyeux constamment, et avec beaucoup de liberté. En fait, une liberté qui était aussi liée au fait que ça a commencé à bien marcher. C'est-à-dire que très souvent, vous savez, les patrons de radio et de télévision, ils ont pas tellement une idée précise sur le contenu et sur la valeur artistique. Ils voient si ça marche. Ils sont contents. Et donc, les Guignols, les Guignols, ils voyaient que ça commençait à bien marcher. Donc moi, le jour où j'ai écrit cette boîte à coucou, je me rappelle que le responsable là-haut, qui était Alain de Greff, a dit, ouais, je suis pas très sûr, oh là là, j'ai l'impression peut-être que Johnny va gueuler. Puis, moi, je lui ai dit, mais non, c'est un truc gentil, c'est pas du tout un truc. Alors, ouais, il comprenait pas trop, il l'a laissé passer, puis après, il a vu que ça allait bien. François Rollin, vous allez collaborer à plusieurs reprises avec notamment Thierry Ardisson, toujours dans la peau du professeur Rollin. Vous serez même la voix off de Salut les Terriens. Ouais. Vous allez travailler avec Carl Zéro sur Canal+, avec Édouard Baird sur France 2. Quel est votre plus beau souvenir de télé ? De souvenir de télé, c'est compliqué parce que quand c'est des émissions comme quand c'est la série Kaamelott, elle était à la télé, la série Palace, elle était à la télé aussi. Ça, c'est les tournages les plus agréables, les tournages de fiction. Alors après, en télé,
Autrefois, il y avait moins de pression. Autrefois, je n'ai pas non plus fait la guerre, hein, mais il y avait moins de pression autour de l'audience et tout ça. Donc peut-être c'était plus détendu, mais c'était quand même déjà tendu. Il y avait moins de propositions à l'époque, mais forcément, chacun cherchait à tirer la couverture à soi. Mais vous, votre fond intérieur, vous avez forcément un souvenir, une anecdote, une histoire qui reste gravée quand vous pensez aux années que vous avez... En fait, je pense que je me suis le plus amusé en radio. Et j'en ai fait beaucoup, oui. France Inter, France Culture, maintenant RTL. Et mes plus beaux souvenirs de radio sont avec l'homme qui incontestablement est le meilleur à la radio de la France entière et de l'Europe entière, et c'est Édouard Baird. Il est absolument imbattable, il est sidérant de puissance à la radio, et avec lui, j'ai eu énormément de plaisir. C'est un roi de l'impro ? Oui, mais plus que ça, parce que des rois de l'impro, c'est toute une discipline, l'impro, il y a des championnats du monde d'impro. Lui, il n'est pas du tout dans l'impro scénique, ni dans l'impro conventionnelle, tel que on l'a importé du Québec, mais c'est pas tout à fait de l'impro qu'il fait, il y a une espèce de présence d'esprit, comment ça s'appelle ça, une spontanéité et une réactivité. Ouais. C'est-à-dire que rien ne peut le surprendre, vous faites rentrer 3 crocodiles dans le studio, il n'est pas déstabilisé et il utilise ça tout de suite. En plus, il utilise dans ces moments-là une très grande culture qu'il affecte de ne pas avoir, mais qu'il a. Et donc là-dessus, oui, ça en termes de radio, c'est rien de dire que c'est mon maître. C'est un géant. C'est une jolie déclaration en tout cas. François Rollin, en parallèle de toutes vos activités de comédien ou encore de seul en scène du professeur Rollin, vous avez parlé de ce spectacle Colère. Vous allez décliner bien sûr ce personnage Rollin sous toutes ses formes. On va aussi venir vous chercher encore une fois pour épouser une autre casquette, celle de metteur en scène, de co-auteur toujours pour les spectacles de plusieurs artistes tels qu'Arnaud de Samer, Pierre Palmade, Guy Carlier que nous avons tous les 3 reçus, mais aussi Chantal Latsou, Jean-Marie Bigard ou encore Vincent de Dienne, avec qui il a été le plus facile et le plus dur de travailler. Ah, là, vous me demandez de lever le voile sur des choses qui sont un peu confidentielles, parce que toute la petite cuisine derrière, c'est un peu secret. Quelle difficulté à rencontrer le comédien, par exemple, je dois pas trop vous le dire, parce que c'est vrai. Mais au bout du compte, c'est quand même toujours agréable, parce que moi j'ai une facilité et aussi une qualité lorsque je suis metteur en scène, c'est que comme les choses que j'ai envie de dire, j'ai des endroits pour les dire, des spectacles ou des bouquins ou tout ça, je viens vers celui que je mets en scène sans avoir rien à lui fourguer, j'ai rien à lui revendre, j'ai pas à imposer ma présence, j'ai juste à faire en sorte qu'il soit le plus lui-même et le plus heureux possible. Donc toutes mes collaborations ont été réjouissantes. Alors quelquefois elles sont un peu plus gratifiantes. J'ai gagné plus d'argent avec tel qu'avec tel autre, mais c'est toujours très agréable et très gratifiant, parce que vous voyez quelqu'un, enfin oui, c'est comme ça, je rencontre quelqu'un dont le talent me semble déjà établi, mais qu'on peut emmener 5 marches plus haut. Et quand on atteint ces 5 marches plus haut, l'année d'après, ça c'est vraiment un très très grand plaisir, et un plaisir partagé, parce que la solitude, eux ils adorent ça souvent, les seuls en scène que je mets, ils adorent cette solitude. Moi je l'aime pas, moi je préfère toujours être avec quelqu'un. J'ai fait des spectacles tout seul par défaut, contraint et forcé, mais sinon j'ai horreur de ça. François Rollin, Pierre Palmade, c'est du gâchis? C'est une tragédie. Alors, je n'oublie pas de dire, mais je l'ai assez dit, que c'est d'abord une tragédie pour les gens qui ont subi cet accident épouvantable, et une tragédie qui va durer encore longtemps. Et puis après, Pierre, oui, c'est une tragédie. C'est la tragédie qui dépasse Pierre Palmade, c'est la tragédie de l'addiction qui concerne des centaines de milliers de nos compatriotes, hommes et femmes. Bon, beaucoup d'hommes, mais les addictions, toutes mélangées. Bon, l'addiction au jeu, c'est vrai qu'elle est soignée aux mêmes endroits que l'addiction à l'alcool. Ça me fait pas trop de peine, je sais pas pourquoi l'addiction au jeu. J'ai envie de dire, vas-y, tu perds ton pognon au casino. Elle existe aussi. Et puis, l'addiction aux stupéfiants, l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, soignée aussi, et toutes les addictions sont une tragédie, sont des choses affreuses. Il faut que les gens, à l'occasion de l'accident de Pierre Palmade, enfin de l'accident causé par Pierre Palmade, prennent conscience de ça. Le principe de l'addiction, c'est, il y a un truc qui me pèse, je veux en sortir, je veux de
toutes mes forces en sortir et je n'y arrive pas. Et je dis quelquefois, pour que les gens comprennent ça, il faut qu'ils comprennent ceux qui, vous n'en êtes pas, je pense, mais ceux qui ont envie de perdre des kilos. On est quand même très 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 nombreux dans ce cas. Et ces gens-là, ils savent comment ça se passe. Ils savent que ils se disent bien, allez, à partir de maintenant, fini les excès. Non, je veux, il faut. Mon médecin me l'a dit. Et puis j'y arrive pas, voilà. Et je bute et je dis, puisque j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arriverai demain, et demain j'y arrive pas non plus. Moi, Pierre et sa cocaïne, je l'ai connu comme ça pendant 30 ans. Merci François Rollin. On parle de gâchis et justement on va parler de bêtises dans un instant, puisqu'on parle du dictionnaire amoureux de la bêtise aux éditions Plomb que vous sortez. Tout de suite, bien sûr, le rappel des titres et on revient sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Seignou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, le KKL refuse de s'associer à la visite de Bezalel Smotrich à Paris. Information confirmée par le président du KKL France sur notre antenne. Le ministre des Finances israélien devrait se rendre en France la semaine prochaine pour un hommage au militant sioniste Jacques Kupfer. En Israël, la réforme judiciaire a passé une première étape cette nuit. La Knesset a adopté en première lecture la clause dérogatoire, une des dispositions les plus contestées du projet de loi. Diplomatie, après avoir annoncé renouer des relations avec l'Arabie Saoudite, l'Iran pourrait faire de même avec Bahreïn. L'agence de presse Sputnik en langue arabe a rapporté que des pourparlers avaient commencé à Téhéran. En France, la mobilisation contre la réforme des retraites et les perturbations se poursuivent aujourd'hui dans les RER. Sur le plan politique, c'est demain que se déroulera la 8e journée de mobilisation. L'actualité internationale, la Chine et la Russie fustigent le lancement du programme de sous-marins australien. Cette coopération avec les États-Unis donne la possibilité à l'Australie en 2040 de produire ses propres sous-marins à énergie à propulsion nucléaire. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve dans 30 minutes pour le journal complet, c'est-à-dire à 16h. Tout de suite, une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec François Rollin pour son dictionnaire de la bêtise, dictionnaire amoureux aux éditions Plomb, avec mes chroniqueurs également qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils? Oh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Oh, ça s'arrête jamais ce truc. Alors on les choisit ces lunettes? Ici? Maintenant. Oh, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, François Rollin. Et on parlait évidemment de votre carrière tout du long de ce démarrage d'émission, François Rollin, où depuis les années 2000, vous avez publié une dizaine de livres, dont ce petit dernier, si je puis dire, le dictionnaire amoureux de la bêtise, sorti aux éditions Plomb. Alors,
On en connaît bien sûr plusieurs, des dictionnaires amoureux sur la langue française, notamment écrits par Jean-Loup Chifflet, mais je suis celui-là, on s'y attendait pas. Comment cette proposition, encore une fois, est arrivée à vous? Eh ben, comme d'habitude, par une espèce de magie, c'est-à-dire que vraiment, quelqu'un de chez Plon, en l'occurrence, le responsable de la collection des dictionnaires amoureux, qui s'appelle Grégory Berthier, qui est un beau garçon, en plus d'être un type formidable. Il sera ravi. Et, je vous le dis pour vous, hein, moi, c'est plutôt... C'est gentil, je vous remercie. Et m'a appelé et m'a dit j'ai pensé à vous pour faire un dictionnaire amoureux de la bêtise. Voilà. Voilà, le cadeau est arrivé, le cadeau de Noël est arrivé en plein milieu de l'année. Voilà, pourquoi il est venu me chercher? Parce que j'ai une bonne étoile. Et je crois que vous êtes très heureux d'avoir accepté de vous y coller. Il y a beaucoup de choses à dire sur la bêtise, 539 pages précisément. François Rollin, qu'est-ce que la bêtise alors? Justement, s'il y a 539 pages, c'est qu'elle se définit difficilement. Oui. Mais il y a plusieurs définitions et au fond, selon votre philosophie de la vie et aussi selon votre humeur du moment, vous retiendrez une de ces définitions. C'est-à-dire, est-ce que vous retiendrez la bêtise comme justement une absence d'intelligence? L'intelligence, c'est celle qui vous fait raisonner et adapter votre comportement à votre objectif. Ou alors, est-ce que vous la verrez, comme je la vois souvent, moi, comme un manque d'empathie? C'est très souvent... la bêtise vient du manque d'empathie et le manque d'empathie vient de la bêtise. Et dans la société contemporaine, ça me semble être une des formes de bêtise les plus répandues. Plus encore que j'ai dit une grosse bêtise ou j'ai fait une bêtise. C'est la bêtise au sens de je veux rien entendre des autres, les autres m'intéressent pas, il y a moi. C'est ça. En fait, le meilleur ami de la bêtise, c'est d'une part la certitude et le manque d'empathie dont vous parlez dans ce livre. Est-ce qu'on doit distinguer, François Rollin, la bêtise de la connerie, de la stupidité ou encore de l'idiotie? Non, sans doute pas, parce que ce sont vraiment des petites nuances et puis qui dépendent du niveau de langage. Donc c'est sûr que dans une conférence à la Sorbonne, la connerie n'est pas un mot bienvenu, mais dans les livres de Frédéric Dard, on comprend qu'elle est tout à fait à sa place et c'est un peu la même chose. Alors la connerie, justement, elle va concerner aussi toutes les formes de bêtises dont on vient de parler. C'est-à-dire souvent, quand je dis souvent c'est un con, c'est très rarement parce que c'est quelqu'un qui manque de culture. D'ailleurs, le manque de culture n'est pas à blâmer. Mais quand on dit c'est un con, souvent, c'est quelqu'un qui est désagréable. C'est quelqu'un qui se comporte pas bien et c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles du vivre ensemble. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Parce que pour moi, dire à quelqu'un ou penser de quelqu'un qu'il est con ou bête, ce n'est pas forcément pareil. Parce que j'ai la sensation que pour l'un, il y a une responsabilité et pour l'autre, une forme d'irresponsabilité dans l'ignorance. Est-ce que j'ai tort? Oui, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, la bêtise, ce n'est pas l'inculture, ce n'est pas l'ignorance. Celui ou celle qui n'a pas eu l'occasion, la chance de rencontrer les outils de la culture et de l'instruction, je vois pas pourquoi on le blâmerait. Et du reste, s'il est demandeur, et il va l'être, il y a qu'à les lui donner et puis il va progresser. En revanche, celui qui est dans une espèce de haine, celui qui est dans une espèce de détestation de l'autre, d'incompréhension de l'autre, d'absence d'ouverture d'esprit, il y a même le refus de savoir ce que l'autre veut dire, pourquoi l'autre fait comme ça, cette hypertrophie de l'ego, l'impression que je suis... Ça, c'est la bêtise la plus folle, c'est la connerie. Mais arrête, tais-toi, t'es trop con. Ça veut dire, ça veut dire vraiment, on ne peut pas discuter, on ne peut pas échanger avec toi, tu t'intéresses qu'à toi, allez, va. C'est un manque d'ouverture aussi, dirons-nous. Dans ce livre, alors, volontairement très subjectif, avec des noms, des objets qui relèvent pour vous de la bêtise et sa définition, il y a aussi des expressions définies, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Il y a une chanson de Julien Clerc qui, dans son explication, relève pour vous de la bêtise. Mais aussi, vous parlez de Benjamin Castaldi. Et j'ai trouvé ça assez incroyable parce que la manière dont vous démarrez cette explication... On se dit que vous allez le torpiller et finalement, c'est tout l'inverse, François Rollin, qui s'y passe. Oui, parce que je me suis dit que pour bien distinguer les gens qui sont bêtes, il faut faire la chasse aux faux bêtes, aux faux idiots. Les gens à qui on a fait une réputation d'idiots,
pour des raisons qui sont difficiles à collecter et à comprendre, mais voilà, on a décidé que Benjamin Castaldi était un idiot. Et puis voilà, j'ai bien entendu dans les cercles un peu branchés, sur d'autres radios de service public par exemple, ben voilà, il est établi pour tout le monde que ce type est un con. Non, mais... Et puis moi je le connais, je l'ai rencontré. Quand je l'ai rencontré, je n'avais pas d'a priori et de préjugés. Et puis ben non, c'est pas un con, pas plus qu'un autre. Donc c'est même bien au contraire. Mais bien au c'est contraire, ce que vous dites. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui est très vivant, c'est quelqu'un qui est très, très à fleur de peau. Et voilà, si j'ai un malheur, c'est quelqu'un que je peux appeler. Il va comprendre mon malheur. Il va comprendre. C'est un mec très humain. Donc, je vois pas pourquoi on continuerait de lui faire cette réputation. Donc, ça m'amusait. De la même façon que pour changer de sexe, ça m'amusait aussi de rectifier les choses en ce qui concernait Nora Malagré, qui est aussi une ancienne de cette émission de Cyril Hanouna, parce que Nora Malagré passe pour la greluche très belle et idiote. Alors, elle est sûrement très belle, mais ça, j'ai envie de dire, ça me regarde pas, parce que j'ai une vraie amitié avec elle, mais elle est surtout pas bête du tout. Donc, c'est ça, c'est de nous dire dès qu'une femme est belle qu'elle doit être idiote. Non, ça marche pas comme ça. Navré, il y a des femmes très jolies et très intelligentes. Et c'est une manière de remettre les choses à leur place. Parfois, la bêtise est synonyme aussi de drôlerie. Mais est-ce qu'il ne faut pas une grande intelligence pour être drôle ? On ne sait pas très bien ce qu'il faut pour être drôle, parce que vous pouvez être drôle à vos dépens ou drôle volontairement. Donc vous pouvez produire des choses drôles, ou vous pouvez, quelquefois même, vous pouvez avoir une physionomie un peu drôle. Il y a des gens qui ont une voix, une façon d'être qui est un peu drôle, qui est un peu... C'est très souvent, justement, et c'est pour ça que la bêtise refuse ça, très souvent la drôlerie, c'est une différence. Et d'ailleurs, vous savez, le bébé à 2 mois... Il rit quand quoi ? Il rit juste quand on change quelque chose dans son paysage. Vous changez juste un tout petit truc et il rit. C'est un des trucs qui est dans notre cerveau reptilien. Et ça veut dire juste, il y a une différence. Et ben par la suite, très souvent, vous prenez une réalité et quand vous vous décalez un petit peu de cette réalité, c'est là que vous créez du rire parce qu'il y a une rupture. Voilà, après Bergson l'a bien redit. Donc ça marche souvent comme ça. C'est effectivement la mise en lumière d'une différence, d'une singularité. Et les gens qui sont drôles, c'est des gens qui parlent pas exactement comme tout le monde, qui ont juste cette petite différence, ce petit décalage. Voilà, c'est une manière de penser un peu différente. François Rollin, est-ce que la bêtise et l'absurde, c'est si différent ? Alors oui, c'est différent parce que la bêtise, dans bien des cas, c'est un fléau et quelquefois même incurable. L'absurde, c'est un terrain de jeu, c'est un voyage où on a du plaisir. L'absurde, c'est ce qui vous permet... C'est une bêtise volontaire décidée. Oui, on parce peut dire ça comme ça. C'est même pas une bêtise, c'est une façon d'échapper au réel. Donc plutôt que de dire ce qui est, je raconte d'ailleurs un peu dans ce dictionnaire que c'est la base de la relation follement amicale que j'avais avec Darry Cole, c'est que lui, ou avec Roland Topor, tous ces gens n'aimaient pas trop le réel, n'avaient pas tellement envie de parler des petits soucis du quotidien, et à ce moment-là, vous échappez dans un imaginaire, et dans cet imaginaire, comme tout est permis, très souvent, vous allez dans l'absurde, comme Lewis Carroll, parce que c'est plus rigolo, c'est un pays des merveilles. François Rollin, la bêtise se trouve partout, vous le dites dans ce dictionnaire. L'homme a écrit sur la bêtise des aphorismes, des livres, des chansons. Il a fait et continue de faire des bêtises, des petites, des grosses, des récurrentes, des stupéfiantes. Et j'ai même envie d'ajouter, François Rollin, que l'on la trouve même dans les hautes sphères, soi-disant dotées d'intelligence. Il n'y a qu'à allumer des chaînes de grande d'écoute pour se rendre compte parfois que de la mise en perspective de paroles ou de plusieurs prises de décision. Oui, fatalement. La bêtise, elle est humaine. Je crois que c'est Jules Renard qui dit bêtise humaine. Humaine est de trop. Il n'y a de bêtise qu'humaine. Oui, alors comme elle est humaine, là, on n'est que 4, on échappe peut-être, mais dès qu'on est plus de 4, on est une bande de cons, a dit Brassens. Puis, forcément, oui, il y a des gens un peu limités, ils s'en trouvent aussi dans les sphères du pouvoir. Et à ce moment-là, c'est plus embêtant, évidemment, parce que si vous faites une grosse boulette chez vous, c'est
c'est pas bien grave. Si vous faites une grosse boulette qui concerne la vie de 70 millions de Français, c'est plus embêtant. On vous la pardonne moins. On vous a vu en tant que journaliste et chroniqueur de radio, vous nous en parliez tout à l'heure, bien sûr sur RTL, sur France Inter, France Culture, Europe 1 ou encore Europe 2. A-t-on une responsabilité contre la bêtise ? Oui, on l'a tout au long de sa vie, c'est-à-dire que tout au long de c'est le devoir d'un humaniste. Voilà, je pense que toute personne civilisée, homme ou femme, doit être un ou une humaniste. Doit aimer l'humanité, aimer les autres et vouloir le bonheur de l'humanité. C'est comme ça que le monde peut bien tourner et que l'espèce peut croître et grandir et embellir. Donc tout au long de sa vie, on se doit de chasser en soi et si possible en l'autre, chasser ou gommer ou rectifier tout ce qui s'apparente à cette bêtise, à cette fermeture d'esprit, à cette animalité, au sens justement où la bêtise, c'est les... Vous parlez d'animalité, je suis obligée de rebondir sur ça en vous disant qu'elle est en partie aussi sur les réseaux sociaux où la parole est libre et le terrain propice. Oui. Je pense qu'on va même pas rentrer là-dedans. Peut-on, doit-on lutter contre la bêtise, François Rolin ? Oui, bien sûr, c'est un devoir justement un devoir de tous les humanistes. Alors, lutter, ça veut pas dire sortir de chez soi avec un fusil. D'abord, avec un fusil, vous luttez contre rien du tout. Vous luttez contre le bonheur, c'est tout. Mais ça veut pas dire forcément militer avec des banderoles. Ça veut pas dire aller faire chier les gens chez eux en leur disant je vais vous apprendre à penser droit. Mais ça veut dire chaque fois que vous en avez l'occasion dans votre vie sociale, chaque fois que vous avez l'occasion, essayez de... Moi, par exemple, il m'est arrivé dans des bars ou sur la route, dans des altercations entre automobilistes, juste de venir apaiser les esprits, voilà, et que juste de faire avec mes yeux, de les regarder avec mes mains, de les toucher pour leur dire non mais n'ayez pas la bêtise d'abîmer vos vies pour je ne sais quelle connerie, pour un pare-choc, comme ça. Bon, voilà, c'était ce jour-là, ça aurait été ma petite pierre pour lutter contre la bêtise, pour qu'ils échappent à la bêtise, parce qu'évidemment, c'est un piège, elle est tentante, elle veut nous attraper tout le temps. Alors, moi, je suis content qu'il y ait des gens qui m'aient évité quelquefois de tomber dans le piège, et à mon tour, si je peux, je le fais. Merci François Rolin pour ce dictionnaire amoureux de la bêtise. Ce livre est en tout cas, j'ai envie de dire, une bêtise utile. L'amusement d'un amuseur sur la bêtise à découvrir aux éditions Plomb, le dictionnaire de la bêtise évidemment. Allez, on poursuit cette émission où on découvre toute la culture du moment ou d'avant, mais selon vos goûts, François Rolin. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner, qui est juste à votre droite, va nous emmener au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, alors au théâtre avec François Rolin. Bonjour François Rolin, bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, est-ce que je peux vous appeler François Rolin ou cher professeur ? Je vais dire. Oui, les deux me vont bien. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Alors, vous êtes, on l'a vu, vous êtes un clown, vous êtes un poète, vous êtes un animateur, vous êtes un metteur en scène, vous êtes humoriste, et vous êtes et avez été tout cela à travers tous vos personnages, toutes vos créations, on l'a dit, de Pallas avec Jean-Michel Ribes, au professeur Rolin, personnage fétiche que vous avez créé et qu'on a beaucoup aimé et qu'on aime encore. Vous avez aussi mis en scène des artistes que vous aimez, comme Édouard Baird, Jean-Jacques Vanier, Chantal Latsou, Arnaud de Samer, Vincent de Dienne et dernièrement Guy Carlier. Mais ce sont les spectacles dans lesquels vous avez joué qui sont aussi les plus personnels. Oui. Dans le professeur Rolin se rebiffe que vous avez créé en 2015, vous mettiez les pieds, pour ne pas dire autre chose, cher professeur, dans le plat de notre bien-pensance en torpillant les poncifs, les lieux communs et les clichés qui constituent notre zone de confort. Vous le faisiez avec brio, avec un style et une langue qui sont un peu votre marque de fabrique et que vous maîtrisez à la perfection. Vincent de Dienne, justement, vous mettez en scène. On ne racontera pas le pitch du spectacle, car vous détestez les pitchs, comme vous détestez tous les anglicismes, snap, etc. Pas de conférence professorale pour une fois, mais vous répondiez aux questions que l'on vous envoyait. Il ne s'agissait plus de la cuisson du gibier d'eau ou de l'accord du participe passé, mais clairement des sujets qui fâchent, comme la mondialisation, les flux migratoires, les logiques du profit. Des sujets graves, certes, mais qui peuvent aussi être débattus, dites-vous, avec le rire, si grinçant soit-il. Alors justement, peut-on vraiment rire de tout ? Ça, c'est une grande question, Hélène Kuttner. C'est une question, alors...
selon François Rollin, mais Ça peut-être soulève beaucoup, vous François. allez me contredire, cher professeur, un bon humoriste doit revendiquer une totale liberté de ton et de sujet. C'est pourquoi aussi les artistes, après les attentats de 2015, se sont soudain trouvés paralysés. Vous les aviez d'abord d'ailleurs interpellés dans le journal Le Monde dans le but de réagir après cette tragédie. Comment faire rire après ces drames ? Votre humour, il décape, parfois cruellement. Il est l'aiguillon qui doit nous éveiller, nous réveiller en permanence. C'est, je dirais, un rire poivré, en quelque sorte. 10 ans avant un spectacle, justement, vous en parliez dans le spectacle Colère, mis en scène et coécrit par Joël Dragutin, vous incarniez un personnage paranoïaque, intolérant, un râleur professionnel pour qui tout est prétexte à s'énerver. Avec une mauvaise foi réjouissante, vous vous en preniez aux comiques professionnels, aux éléphants voleurs de goûter d'enfants, aux automobilistes qui font des écarts avant de tourner, aux femmes, aux amis, à la dictature du rire. Bref, Jacques Martineau, puisque c'est son nom, flinguait tout ce monde, je cite, qui marche à l'envers, les hommes, les femmes, les enfants. En 2 heures chrono d'un monologue dantesque, déclamé de manière magistrale, le spectacle torpilla aussi la haine de l'autre et les névroses de notre société. Alors, Colère, c'est d'ailleurs un spectacle qui a été repris ensuite par un autre comédien seul en scène, Jean-Jacques Vanier, et je pense que vous allez nous en parler évidemment, Hélène. Tout à fait, Cyrielle. Jean-Jacques Vanier, il l'a repris au Festival d'Avignon en 2021 et c'est la preuve qu'un bon texte séduit toujours les bons comédiens. Et puis, François Rollin, vous aimez aussi écrire pour les autres et écrire avec les autres. L'an dernier, on en parlait, c'est pour Guy Carlier, grand amoureux aussi des mots, comme vous, que vous avez coécrit son spectacle. L'histoire émouvante d'une réconciliation entre le cruel Karl et le gentil Guitou qui chantent ensemble, résistent dans les plaines du Morvan. Et pour conclure ma chronique, cher professeur Rollin, je dirais que selon moi, votre mot-clé sur un plateau de théâtre, c'est la liberté. Le rire pour vous, c'est une manifestation suprême de la liberté qui doit aussi nous permettre de mieux réfléchir et de mieux vivre. Et nous en avons aujourd'hui plus que jamais besoin de vous. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Hélène Kuttner. Merci beaucoup pour cette chronique théâtre. Tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour François Rollin. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. On va beaucoup parler de musique classique puisque vous êtes friand de musique classique. Vous dites n'écoutez que de la musique classique ou de vieux jazz. Et on va évoquer une œuvre qui vous touche. Il s'agit de l'opérette La Chauve-souris de Johann Strauss, deuxième du nom, composé et écrit en 1874. Alors c'est l'occasion de parler de Johann Strauss, un compositeur autrichien à l'histoire assez singulière. Dès tout petit, il veut devenir musicien, ce qui déplaît fortement à son père, le compositeur Johann Strauss, premier du nom, qui souhaite que son fils devienne banquier, afin que son fils, justement, échappe aux rigueurs de la vie d'un musicien. Et à l'âge de 6 ans, le petit Johann Strauss II donc apprend le violon en cachette. Son père le découvre et lui donne alors des coups de fouet afin de dissuader son fils de poursuivre la musique. Et puis finalement, quelques années plus tard, en 1842, alors que Johann Strauss a 17 ans, son père abandonne sa famille pour sa maîtresse. Le petit Johann a dès lors carte blanche et se lance pleinement dans sa carrière de compositeur avec le soutien de sa mère. Et puis, autre anecdote assez étonnante, peut-être que les auditeurs de Radio J le savent, dans les années 1930, les origines juives de Strauss sont volontairement occultées par les nazis. On sait qu'à cette période, la musique des compositeurs juifs était censurée. Oui, mais voilà, chose assez étonnante, Hitler aimait les valses de Strauss et les nazis disaient que sa musique était allemande et non juive. Quant au maire antisémite de Vienne, à place tournante de la musique à l'époque, Karl Lueger, bien connu pour son influence sur Hitler, il avait décidé d'occulter les origines juives de Strauss, déclarant « c'est moi qui décide qui est juif ou qui ne l'est pas ». Après l'Anschluss, le ministère de la Culture allemand avait même délivré un certificat d'arianité à Strauss, espérant faire oublier les origines juives du compositeur. Et puis, comble de l'ironie, dans le camp de concentration de Buchenwald, les bourreaux obligeaient les prisonniers à valser au son de la musique de Strauss, au risque d'être battus s'ils en étaient incapables. On le voit, Johann Strauss, un destin chargé d'histoire. Pourquoi vous aimez cette musique, François Rollin ? Ah là là, pourquoi on aime la musique, c'est tellement difficile à dire. Sûrement beaucoup de choses d'enfance.
Mon père avait consacré ses premiers sous à acheter des 78 tours où il y avait des valses de Vienne et vous savez, je dis des 78 tours, il fallait 22 disques pour écouter une sonate et tout ça. Alors il y a ça et puis c'est ce qui me touche, c'est ce qui me tire des larmes, c'est ce qui me repose du langage parlé. Et puis il y a quelque chose parce que vous savez, vous avez parlé de deux, évidemment vous êtes experts ici. Il y a des gens qui ont un rôle très très important en ce qui concerne l'humour et de la question est-ce qu'on peut rire de tout, c'est les Juifs, leur rôle est essentiel, ils ont tout montré là-dessus, ils ont ouvert la route. Et quand on parle de composition, quand on parle de violon, quand on parle de nostalgie, là moi je suis très ami avec un violoniste russe mais ukrainien à la base qui est né à Odessa, Pavel Vernikov, et je vois tellement il y a quelque chose de tellement profond en lui, une souffrance, mais par au-dessus de laquelle il met de beaux airs de violon, mais c'est magnifique, mais c'est déchirant, mais on a envie de pleurer, mais on a envie de rire quand même un petit peu. Bon ouais, évidemment, je suis sensible à ça. Vous savez, moi, j'aurais voulu être juif. Hein. Franchement, si j'avais pu choisir, je sais pas, mais d'abord il se trouve que dans ma vie ensuite, des gens qui étaient le plus important l'étaient souvent. Mon plus grand copain d'enfance s'appelait Sylvain Mustaki, il est toujours vivant, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ensuite, mon plus grand frère, c'était Georges Moustaki, et puis j'en ai connu plein. Vous parliez tout à l'heure de mon enfance. J'ai souvenir de 3 amis juifs quand je passais le bac. C'est eux qui ont été importants, c'est eux qui m'ont dit des trucs intelligents, c'est eux qui m'ont montré la voie. Et voilà, si j'avais eu le choix, on l'a pas du tout, mais j'aurais voulu être juif, ça oui. Il y a des gens qui auraient voulu être espagnol, oui, pourquoi pas, mais moi j'aurais voulu être juif. Il n'est jamais trop tard, François Rollin. Ah, je sais pas. Oui, alors en termes de religion, oui. Mais vous savez, on peut le faire en libéral et ça se passe aussi très bien. Oui. On va poursuivre avec une autre œuvre que vous aimez, François Rollin. Oui, il s'agit du 2e mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, une œuvre composée entre 1811 et 1812 et une période durant laquelle la surdité de Beethoven, qui se développe depuis une dizaine d'années, devient de plus en plus handicapante pour lui. Atteint d'une maladie de l'oreille, il est contraint de faire une cure thermale juste après avoir achevé cette 7e symphonie. La surdité, un handicap que Beethoven voulait à tout prix garder secret, en proie à des difficultés personnelles et financières, souffrant de la concurrence de Mozart qui avait toujours les faveurs de Vienne. Beethoven ne voulait surtout pas passer pour un artiste diminué et attirer la pitié. Il était enfermé dans sa surdité, ce qui le rendait irascible et incompris, un artiste incompris, quelque chose qui vous parle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous qui dites être incompris. Il avait donc finalement dû se résoudre à communiquer avec son entourage proche à l'aide de cahiers de conversation. Et puis, autre anecdote incroyable, ne pouvant se résoudre à arrêter de composer au piano notamment, Beethoven avait mis au point une technique pour compenser sa surdité. Quand il se mettait au piano, il utilisait une baguette de bois entre les dents qu'il appuyait sur la caisse du piano pour sentir les vibrations et deviner les mélodies. Beethoven composera donc finalement jusqu'à sa mort en 1827 à l'âge de 56 ans, après une vie traversée de joie et surtout de souffrance. Comme le disait Freud qu'il avait rencontré lors de sa cure thermale, nous, êtres limités à l'esprit infini, sommes uniquement nés pour la joie et pour la souffrance, et on pourrait presque dire que les plus éminents d'entre nous s'emparent de la joie en traversant la souffrance. Et on va terminer notre voyage dans votre univers culturel avec de la littérature et l'un de vos derniers coups de cœur, Jérôme Goulon. Oui, il s'agit du livre La gloire des petites choses de Denis Grosdanovic, publié en octobre dernier. Alors, que nous dit cet essai consacré à la poésie ? Eh bien que dans nos sociétés en perdition, les mythes et la poésie font défaut. Les chiffres, les calculs, les prévisions, les logiques ont pris la place, pourtant essentielle, de l'imagination et de la rêverie, voire même de l'ennui. L'auteur nous invite donc à chasser le matérialisme dévastateur au profit de l'onirisme. Il nous invite également à mieux savoir apprécier toutes les petites choses du quotidien qui, si nous y prêtons attention dans le vacarme ambiant, peuvent parfois nous éblouir et nous ramener à un état de grande proximité avec le monde. La poésie qui donne sens à l'existence dans un monde menacé par l'oubli de la beauté, tel est donc le maître mot de cet essai qui fait partie de vos dernières lectures et de vos lectures préférées. Je terminerai donc par une citation de l'auteur qui illustre très bien ce livre et qui résume bien ce livre. L'aveuglement volontaire devant l'évidence du désastre est une
une saine réaction face à l'insoutenable. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je préfère me concentrer sur les émotions poétique, n'étant pas assez dévot pour croire à la possibilité d'un ultime rétablissement collectif devant notre progression vers l'abîme. Et merci beaucoup Jérôme Goulon. Tout de suite, la suite de cette émission dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J, ou plutôt le journal de l'info sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. La semaine du judaïsme marocain. Dimanche 19 mars à Créteil, grand concert de musique judéo-andalouse avec la participation d'artistes d'Israël et du Maroc. Charlie, Lior El Malia et Abderrahim Souiri. Billetterie, judaïsmemarocain.fr. Parking gratuit, 350 places. La semaine judéo-marocaine est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrienne, la une de l'actualité, le KKL refuse de s'associer à la visite de Bezalel Smotrich à Paris. Le ministre des Finances israélien devrait se rendre en France la semaine prochaine pour un hommage au militant sioniste Jacques Kupfer. Le KKL a demandé à retirer son logo des affiches de l'événement. Robert Sbili, président du KKL France. Le KKL n'est en rien dans l'organisation de la soirée. Ni dans sa forme, ni dans les invités. Smotrich, qui est ministre des Finances de l'État d'Israël, sera à Paris et sera à cette commémoration, à cet hommage à Kupfer. Voilà, donc le KKL de France n'a pas participé à l'organisation de cette soirée, en rien et jamais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, qui est le logo du KKL sur l'affiche, ça a été par l'organisation et si j'ai bien compris, le KKL de Jérusalem refuse, ne veut pas que je pense que c'était pas opportun. Voilà le résumé des événements. Robert Sbili au micro de Radio J. En Israël, la réforme judiciaire a passé une première étape cette nuit. La Knesset a adopté en première lecture la clause dérogatoire, une des dispositions les plus contestées du projet de loi. Le texte donne la possibilité au Parlement israélien d'annuler certaines décisions de la Cour suprême à la majorité simple, soit 61 députés sur 120. Au chapitre sécuritaire, le Hamas met en garde Israël contre les violations du mont du Temple pendant le Ramadan. Ce sont les mots employés, des menaces qui interviennent à l'approche du mois de Ramadan et de la fête juive de Pessah, période durant laquelle les craintes d'une recrudescence de la violence se font de plus en plus vives. Diplomatie, après avoir renoué des relations avec l'Arabie Saoudite, l'Iran pourrait faire de même avec Bahreïn. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il y a des progrès significatifs dans les relations et l'agence de presse Sputnik en langue arabe a rapporté que des pourparlers avaient été engagés à Téhéran concernant la réouverture de l'ambassade d'Iran à Bahreïn et la reprise prochaine des relations entre les deux pays. L'actualité en France et la mobilisation contre la réforme des retraites. Les perturbations se poursuivent aujourd'hui dans les RER. Sur le plan politique, c'est demain que se déroulera la 8e journée de mobilisation. Le texte sur les retraites voté au Sénat ce week-end sera débattu en commission mixte paritaire avant de revenir jeudi à l'Assemblée nationale. Un vote qui promet une ambiance agitée devant le Palais Bourbon. C'est en tout cas ce qu'assure le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
Il faut faire quelque chose jeudi, vous ferez quelque chose Mais on ne jeudi? fera pas rien jeudi. Il y aura, je vous l'ai dit, des rassemblements dans différents endroits. On parle de l'ensemble des leaders syndicaux devant l'Assemblée. Oui, vous voyez, puisque ça a été dit. C'est le cas? On ira devant l'Assemblée nationale pour s'exprimer. On discute ensemble. C'est bien quand on continue d'annoncer ensemble les choses dans les règles dans lesquelles on s'était fixé de le faire. Je regrette un peu ce matin que cette annonce qui sorte alors qu'on n'a pas décidé de la faire encore. C'est demain la journée de mobilisation. Et puis, il y a le vote, j'espère, jeudi, j'espère le vote. Et c'est ça sur lequel on veut peser. Laurent Berger au micro de RTL. Et puis c'est un vote qui s'annonce très incertain. Le gouvernement pourrait d'ailleurs utiliser le 49.3 pour faire passer le projet de loi de réforme des retraites. Le gouvernement qui compte s'appuyer sur les voix des Républicains car le camp présidentiel ne détient qu'une majorité relative au Palais Bourbon. Or la droite semble toujours aussi divisée sur la question des retraites. De son côté, la gauche souhaite que l'examen de la commission de demain soit rendu public. Une proposition écartée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. On termine ce journal avec l'actualité internationale. La Chine et la Russie fustigent le lancement du programme de sous-marins australiens. Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni viennent de dévoiler les contours d'une alliance ayant pour but de renforcer la stabilité de la région Indo-Pacifique. Cela donne la possibilité à l'Australie en 2040 de produire ses propres sous-marins à énergie à propulsion nucléaire en remplacement de ses modèles de classe Collins. Et merci beaucoup Alexandra Sénigon. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité François Rollin dans un instant sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Hélène Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Alors, ces nouvelles lunettes, monsieur Jean. Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Papa. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus. Quoi? Ah non, ça va. J'ai juste aperçu mon fils. J'ai eu peur. Tu vois mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Ils ont aussi des appareils auditifs si tu veux, papa. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Sur Radio J, de retour avec nous. Merci évidemment si vous êtes avec nous depuis le début pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup d'être avec nous avec mon invité aujourd'hui, François Rollin, le professeur Rollin, j'allais dire ça comme ça, pour ce dictionnaire amoureux de la bêtise. Et tout de suite, eh bien, une petite apologie de la bêtise, si je puis dire. C'est le coup de fourchette avec Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Eh ben bonjour Cyrielle, bonjour François Rollin. Bonjour. Alors évidemment je vais pas vous croquer littéralement, déjà parce que ça fait mal, et même si vous aimiez ça, on ne se connaît pas assez. Voilà, donc aujourd'hui c'est mon coup de fourchette, on va parler coup de fourchette. J'ai pas de fourchette sur moi là aussi, c'est une image, c'est juste pour parler de votre plat préféré. Et à ce moment-là, je me dis que l'introduction est quand même bien longue, donc voilà, François Rollin, vous aimez les rognons de veau cuits dans sa graisse. Voilà, on embrasse les véganes qui nous écoutent plus à partir de maintenant. Bon, les rognons de veau, ça me parle moins que les œufs mayonnaise de Patrick Chenet la semaine dernière. Voilà, mais on est libre de manger ce qu'on veut. Est-ce que vous me recommandez les rognons de veau? Ah oui, très vivement, c'est très bon pour la santé, de très bonnes protéines et peu de graisse paradoxalement. Très bien, ok, d'accord. Et écoutez, j'en prends note. Alors, je sais aussi que vous n'allez plus au cinéma et le dernier film que vous avez vu, c'est Partir un jour. C'est marrant ce titre, juste avant de ne plus aller au cinéma, Partir un jour. Moi aussi, des fois, il y a des films avec des titres que je prends au pied de la lettre. Là, dernièrement, j'ai vu Scream 6. On m'a viré du cinéma pour nuisance sonore. Bon, François Rollin, faut que je vous dise maintenant qu'on se connaît. Moi, je suis humoriste, voilà, je le dis en préparant la chronique. J'ai vu que vous avez été à l'ESSEC et moi, ce week-end, j'ai joué à l'ESSEC, voilà, là-bas. Ils ont organisé une soirée stand-up.
Et comment vous dire, vous devez connaître ça, vous qui êtes un homme de scène, mais disons que si la scène était une piscine et moi un plongeur, j'ai fait un plat, voilà, directement, un bon petit plat, voilà. Mais comme on est sur un coup de fourchette, c'était un four, voilà, on peut le dire, voilà, les gens parlaient entre eux, j'étais en répète, tout simplement. Alors, je suis très content de vous voir aujourd'hui, François Rollin, car j'ai un ami qui a participé à une formation de seul en scène où vous étiez le formateur. Je t'embrasse, Hugo. Et je lui ai dit c'est Hugo Pêcheur. Non, c'est un autre Hugo. Ah, c'est un autre Hugo. Non, c'est Hugo Tedjero. Voilà. Et donc je me suis dit, je me suis dit que j'allais lui dire, et je lui ai dit, il m'a dit, tu feras gaffe, il est impressionnant. Donc voilà. Et donc je tiens à dire que en ce moment, je me fais un peu pipi dessus. Alors comme je sais que vous avez fait du seul en scène, vous avez mis en scène aussi, vous avez coécrit. Alors moi aujourd'hui, je vous propose de devenir mon coach. Je vous propose de devenir mon mentor, car je vous aime beaucoup. On travaillerait ensemble moyennant 0 €. On travaillerait pour la beauté de l'art, donc faites ça gratuitement, ce serait magnifique. Bon, bien sûr, j'ai déjà anticipé votre réponse. Je sais très bien ce que vous allez me répondre. Vous allez me dire, Jordi, ça aurait été avec plaisir, mais je peux pas. Et moi, tout ce que je vais entendre, c'est... Allez vous faire enculer. Bon, c'est pas grave, évidemment. Et je comprends, vous venez d'avoir un 5e enfant dont le prénom rappelle l'enseigne d'un restaurant cachère en France. Voilà, et je laisse le soin à nos auditeurs de trouver le prénom. Exactement, de réfléchir à ça. Exactement. À cet enfant, vous consacrez tout votre temps et toute votre énergie, je tiens à dire. Et je veux pas passer pour un pot de colle, mais j'ai presque eu le BAFA. Donc si vous avez besoin de babysitting, je suis là tous les soirs après 22h. Voilà, on s'arrange. Donc tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, et c'est en vous regardant, en vous écoutant me faire rire que j'ai énormément appris. Donc pour tout ça, merci professeur. Waouh. Eh bien, et merci à vous, Jordi. Évidemment, on vous retrouve dans plusieurs comédie clubs parisiens, sur votre compte Instagram jordi.journaux. C'est ça. Et puis plusieurs dates à nous donner, j'espère, prochainement. Dès que ça... C'est en préparation. Exactement, encore et toujours. ça se rôde, et ça se précise. Exactement. Merci beaucoup. On vous retrouve également en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr, et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Et j'ai envie d'avoir un petit mot de François Rollin quand même. Alors, cette petite prestation, François. Ah bah non, mais je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais non, mais il points. attend l'aval. Oui, plein de sympathie, quoi. Et puis c'est rigolo. Vous m'avez entendu, j'ai rigolé. Donc voilà, j'aime toujours la fantaisie, et puis j'aime bien aussi être un peu égratigné. Bon là, il a pas osé beaucoup, mais j'aime bien. C'est salutaire d'être égratigné. Merci beaucoup, Jordi. À la semaine prochaine, mardi prochain sur Radio J. À mardi. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on va passer à une séquence tac au tac avec vous, François Rollin. 10 questions rapides et 10 réponses courtes en 2-3 mots. Je sais que vous n'êtes pas prêts, mais on y va quand même. C'est parti. La recette de l'amour, François Rollin. La recette de l'amour. C'est la recette de l'amour, c'est se laisser aller. C'est le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. La mort. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Je serais Yasha Heifetz. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Je suis un chic type. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Plus fou. Vraiment, je sais, de plus fou. On peut continuer à y réfléchir. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est, François Rollin? Je sais pas, quelque chose du genre de la gentillesse, quoi. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Les enfants, les femmes et le vin. Votre surnom, François Rollin? Alors, j'en ai plein. Votre préféré? C'est Franceschito. Votre philosophie de vie? Ne pas se prendre la tête sur demain, vivre, c'est une banalité, mais vivre maintenant, et puis aimer. Votre prochain rêve à accomplir, François Rollin? Accompagner mon petit bébé pendant 30 ans. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Comme je crois que je dirais celle de Néron, Qualis artifex pereo. Allez, tout de suite, on vous remercie. Et puis notre émission continue avec le coup de cœur du jour sur Radio J. Il s'agit du groupe Lobster avec ce titre Hold On. On écoute et on revient. Radio
J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. D'écouter sur l'antenne de Radio J le titre Hold On du groupe Lobster et je crois que nous avons avec nous Brice, le leader du groupe, avec nous par téléphone. Bonjour Brice. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui par téléphone. Alors on dit tout aux auditeurs, hein, il y a eu une petite erreur sur notre adresse, mais c'est pas bien grave parce qu'on a la possibilité de vous avoir par téléphone. Alors merci beaucoup de nous faire découvrir votre groupe aujourd'hui. Et puis ma première question qui me brûle les lèvres, c'est d'abord pourquoi ce nom Lobster ? Alors pourquoi lobster ? En fait, lobster en anglais, ça veut dire homard. Enfin, lobster en anglais, ça veut dire homard en français. Je vais y arriver. Et pourquoi ce nom ? Parce que en fait, avant, je jouais dans un autre groupe de musique bien avant de créer Lobster. Qui s'appelle 7. Exactement. Ouais. Et il se trouve que quand ce projet est arrivé un peu à la fin de son cycle, moi j'avais envie de faire ce projet qui est devenu Lobster. Et il faut savoir que le homard, quand il vieillit, il mue, et quand il perd une mue, il rajeunit. Et du coup, quand j'ai appris cette image-là, quand j'ai appris cette information-là, c'était au moment où je faisais un petit peu ma mue musicale. Ça m'a amusé, et en plus de trouver le mot joli, je trouvais que ça me collait bien à la peau, donc le projet s'appelle Lobster. Et en plus de ça, pour le manger, on doit ôter sa carapace. Alors on va poursuivre évidemment la découverte de ce titre-là. Il fait partie donc de votre nouvelle et deuxième EP qui s'appelle Find Myself. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce titre-là et dans cette nouvelle EP ? Alors exactement, c'est un EP qui contient 5 titres, qui est sorti tout récemment. Et s'il s'appelle Find Myself, c'est pas anodin. En fait, j'ai toujours une espèce de petite passion, de petite fascination pour tout ce qui est se trouver soi-même. Je trouve que les gens sont toujours un petit peu différents suivant le cadre dans lequel ils sont, et que ce soit dans le cadre professionnel ou autre. Et du coup, j'ai voulu traiter de ce sujet-là dans ces 5 chansons, d'où le titre qui est venu naturellement, Find Myself, se trouver soi-même. Brice, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Je crois savoir que de base, vous êtes prof de guitare.
Ouais, exactement. En fait, il se trouve que dans le groupe, on est 3 à être prof de nos instruments à côté de notre vie de musicien. Le 4e, lui, est musicien tout court. Et puis voilà, ça permet de partager un petit peu notre passion avec des plus jeunes. Ça fait du bien aussi, ça donne un petit coup de rafraîchissement. Et vous avez donc décidé de monter ce groupe lors du premier EP qui est un peu éponyme, même beaucoup, qui s'appelle Lobster également. Vous avez reçu le soutien de la ville de Besançon. Je crois que vous êtes originaire de là-bas, ou en tout cas, vous avez pu avoir une sorte de participation à travers un dispositif, je crois, qui s'appelle Émergence. Oui, exactement. On est byzantin, donc de Besançon en Franche-Comté. Et il se trouve que quand on a sorti notre premier EP à la création du projet en 2019, la ville nous a soutenus, ainsi que toutes les salles de la ville. Donc ça nous a permis de faire un petit coup de projecteur sur nous et puis de faire naître le projet dans des bonnes conditions. Et puis le projet a évolué, on a beaucoup à travers d'autres régions. Et on a eu envie de faire un deuxième album un petit peu différent, voilà, qui est très synthétique, mais avec toujours notre signature, notre patte à nous, qui est, on va dire, un effet choral. On chante les 4, on est 4 dans le groupe et tout le monde chante. C'était important pour nous de défendre ça. Vous savez quoi, Brice, en écoutant ce titre il y a quelques minutes, à ma gauche, il y a Nathalie Dedré qui m'a dit: oh là là, ça n'a pas l'air du tout français. Jordi et moi, qui est aussi chroniqueur, on s'est regardé, et moi je me suis dit que ça me faisait penser à Maroon 5 sur le titre qu'on a entendu, Hold On. Alors c'est plutôt un très beau compliment, parce que c'est un groupe qu'on aime beaucoup et qui connaît beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a cette volonté aussi d'être assez universel dans ce groupe-là? Eh ben, alors déjà, écoute, merci pour ce joli compliment. Maroon 5, il y a pire que comparaison. Ah bah oui. Surtout avec la voix du chanteur, donc ouais, il y a pire. Mais en fait, pour nous, je vois ce que tu veux dire. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un côté très pop, très mélodieux. On adore les mélodies un peu flashy qui nous restent en tête et qu'on est capable de rechanter derrière. Donc on essaye d'avoir toujours cette vision-là quand on crée un morceau. Eh ben écoutez, en tout cas c'est tout à fait réussi. Merci beaucoup Brice d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Brice du groupe Lobster, je le rappelle, merci d'avoir été notre coup de cœur. On vient vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas bien compliqué de vous retrouver. Est-ce qu'il y a une prochaine date éventuellement, une scène où on peut vous retrouver, où on vous suit sur les réseaux et tout sera annoncé? Alors il y a plein de prochaines dates qui vont arriver. Voilà, je vous invite à aller voir soit notre site internet, Lobster officiel, ou la même chose pour Facebook et Instagram. Merci beaucoup Brice d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, évidemment, le portrait avec Nathalie. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, François Rollin, puisqu'on vous a écouté très attentivement, nos auditeurs aussi, mais Nathalie aussi, et on va écouter ce joli portrait un peu synthétique de ce que vous nous avez offert sur cette antenne. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Bonjour François Rollin. Oui, effectivement, c'était un moment tout en nuances. Ça va être un portrait très frais, et j'ai eu vraiment un plaisir. C'était un moment de divertissement, avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté aussi. Alors vous démarrez votre histoire ici en nous partageant que vous avez hérité tout de suite de votre père, du sens de la famille, qu'il a été donc très important dans votre construction personnelle. Et vous oubliez effectivement de parler de votre mère comme un point aveugle. Donc ça raconte déjà beaucoup de choses à creuser, bien sûr. Ça reste très intime, évidemment. Mais effectivement, on a ce legs de l'amour inconditionnel qui est au centre. Et qui n'est pas... on ne peut pas minimiser ce mot-là. Donc, et en plus, vous mettez un peu d'amour, voire même beaucoup d'amour dans chaque chose entreprise. Et une place aussi au hasard. Vous dites tout à l'heure dans la recette de l'amour, c'est se laisser aller. Et c'est un petit peu ce que vous avez fait, j'ai la sensation. J'ai pu sentir qu'il y avait une forme d'abandon à ce que la vie vous propose. Vous dites tout va vite et je ne l'ai pas vraiment voulu, cette carrière. Et pourtant, elle se dessine. Et vous jonglez avec ça. Et il y a une idée, vous rentrez dans la vie avec une voie. C'est celle de devenir père.
pour retrouver l'insouciance de l'enfant, la créativité. Alors, j'ai pu peut-être traduire de cela que les enfants font toujours les choses avec pas une volonté de nuire intentionnellement. Et j'ai pu sentir qu'il y avait des endroits de votre vie où il était important de rétablir l'équilibre et la justice. Je ne sais pas si c'est un peu le drapeau que vous portez, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. C'était teinté de ça. Notamment, j'ai pu faire le lien avec l'anecdote sur Benjamin Castaldi. Le fait d'apporter un peu de lumière et de soutien à ceux qui ont été étiquetés. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre existence, peut-être l'enfance, l'adolescence. Les enfants sont toujours un petit peu bruts de pommes, donc ça peut venir de là. Il m'a semblé qu'il y avait aussi un endroit où c'était important de renvoyer chacun à la responsabilité de sa propre expansion. C'est-à-dire, vous dites, chasser en soi, il est de notre responsabilité de chasser en soi ce qui peut entraver son propre chemin, même si on n'a pas eu accès à la connaissance ou au savoir, c'est toujours à portée de main. Et donc, il y a le lien avec la volonté qui parfois ne suffit pas, mais comme l'entourage, j'ai l'impression que l'entourage vous a aussi guidé, il faut savoir saisir les opportunités et parfois juste ouvrir les yeux, ça se présente et voilà, prendre le train en marche. Donc j'ai l'impression que vous avez aussi pu faire ça et que c'est un message qui est diffusé dans votre œuvre. Vous faites aussi beaucoup de compliments au sujet d'Edouard Baird, il me semble. Et alors, il est plutôt intéressant de voir que souvent on voit bien chez les autres ce que l'on possède soi-même. Donc c'est peut-être aussi que vous avez eu la possibilité de cultiver cela et de faire en sorte de vous l'approprier parce que vous avez su observer et apprendre de ces maîtres-là. Nombreux ont été sur votre route, Raymond DeVos et bien d'autres. Vous avez côtoyé de grandes têtes d'affiche. Il me semble qu'il y a toujours en vous cette idée de bâtisseur. C'est du concret, c'est dans la matière. Vous avez des idées, vous les faites descendre dans la matière. Vous n'êtes pas juste dans votre monde imaginaire à faire juste, tourner le rêve comme ça, seul. Non, vous le faites descendre dans la matière comme un besoin d'aller dans le concret. C'est peut-être l'éducation, de l'ancrage hérité de papa. Vous dites, j'ai une mentalité un peu de paysan. En général, ils travaillent la terre et ils font descendre dans le vrai, dans le réel, leurs idées. Toujours en lien avec la croissance et le fait du devoir de l'humanisme d'aller vers les autres, il y a aussi cette idée d'être armé, outillé, mais comme un combattant pacifiste. Vous avez un message de paix qui, quand il a quelque chose à dire, vous le dites, je me crée des espaces pour le dire. Je vais pas revendiquer pour prendre la place. Je me crée des espaces. Je vais aller écrire, je vais jouer des spectacles, je vais mettre en scène. Et donc, vous savez vous apporter et vous autoriser, il me semble. Et c'est vraiment une autorisation intérieure. L'introspection fait aussi beaucoup partie de votre chemin. Ça se voit quand vous fermez les yeux profondément pour répondre au tac au tac. Besoin d'aller chercher la réponse la plus juste. Il me semble que vous êtes un homme qui s'applique à défendre des causes justes et à servir l'humain en direction de son expansion tout en appuyant la joie et la légèreté. Alors, c'est une ordonnance qui fonctionne bien. Merci beaucoup François Rollin. Et merci à vous Nathalie Daudrieux que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Nathalie, je le précise, est on va dire thérapeute psychocorporelle et vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Nathalie Daudrieux, notamment sur Instagram. Et c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup Nathalie. Merci à la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Oh minouche, ma minouche. Merci beaucoup François Rollin. Merci à vous. C'était plein d'amour tout ce temps passé avec vous. Et merci mille fois pour cet amour que vous nous avez donné, puisque vous avez été très généreux sur l'antenne de Radio J. Je pense que c'est votre ADN, mais en tout cas vous avez tout dit, sans langue de bois, avec générosité, ça fait plaisir. Je rappelle votre livre Dictionnaire amoureux de la bêtise aux éditions Plomb, un livre à se procurer évidemment. Merci pour cet échange, merci à l'artiste Brise du groupe Lobster d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J, à la réalisation
audio et vidéo Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission encore et toujours sur radioj.fr, le YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec le producteur Jean-Luc Azoulay. Et puis je vous souhaite une très belle journée sur notre antenne encore une fois.